La théorie de l'exception de Carl Schmitt, essentiellement, pour bien la comprendre, il faut reculer d'une étape pour dire, pour Carl Schmitt, le droit n'est possible que lorsqu'il existe une situation qui est normale. Normale, dans le sens que c'est prévisible, il y a un ordre des choses, il y a un ordre concret qui est établi. Lorsque il y a un ordre concret qui est établi, que les choses sont prévisibles, il dit là, à ce moment-là, le droit peut prendre sa place parce que la norme vise à indiquer quels sont les comportements possibles dans le futur. Donc, il y a une espèce de prédictibilité. Stabilité. Il y a une stabilité, exact. Donc, pour que le droit puisse être efficace, prendre sa place, c'est nécessaire qu'il y ait une stabilité. Maintenant, pour Schmitt, celui qui est souverain, c'est celui qui est capable de déterminer si concrètement, il y a la stabilité nécessaire pour que l'ordre juridique continue ou s'enracine ou prenne place. Il dit, il y a des situations où l'ordre normal, tout à coup, disparaît. Il est dissous, il y a un chaos. Il y a, ça peut être une guerre civile, une révolution. Et là, il dit, le souverain, c'est celui qui est capable de dire avec autorité que l'ordre normal n'est plus présent. Donc, il n'y a plus les régularités nécessaires. Et que par conséquent, pour sauver l'État, il faudrait suspendre l'ordre juridique en partie ou en totalité pour prendre des décisions et pour rétablir l'ordre concret et ensuite permettre au droit de revenir s'appliquer. Ça, c'est sa définition. C'est pas nécessaire. Okay. Donc, sa définition à lui, c'est de dire, donc, il y a des situations, un calme ou une prévisibilité. Il y a un moment où le chaos surgit, c'est plus prévisible. Le souverain intervient pour suspendre l'application du droit, le système juridique en partie ou en totalité, le temps de mettre en place des mesures pour rétablir l'ordre et le droit revient. Et ça, il va distinguer ça, cet état d'exception-là, des situations où, par exemple, la loi, comme des lois sur les mesures d'urgence, ou dans différents textes juridiques, dans certains pays, c'est dans les constitutions, qui prévoient, par exemple, la suspension de certains droits ou l'attribution exceptionnelle de pouvoir à l'exécutif. Schmitt dit, c'est pas de ça dont je parle, parce que ça, c'est déjà prévu dans le droit. Donc, ça veut dire que même dans la normalité, il est prévu qu'il y a des situations qui vont être des inondations, peut-être une guerre civile. Donc, le droit est encore capable de prévoir ça. Mais lui, l'état d'exception, c'est au-delà de cette prévision-là. Parfois, le droit lui-même n'est pas suffisant pour prévoir adéquatement la solution pour rétablir l'ordre. Donc, il compare son état d'exception à ces normes juridiques-là. Pour lui, l'état d'exception, le souverain n'applique pas une règle prédéterminée quand il suspend l'ordre. Il suspend parce que c'est dans son jugement, c'est sa décision que les conditions ne sont pas remplies pour que l'ordre puisse être maintenu. C'est nécessaire de remettre en place l'ordre concret, ramener le droit. Évidemment, c'est très controversé. Plusieurs dictateurs ont utilisé ce type de pensée-là en disant, ben, écoutez, il y a la révolution qui est à nos portes, il y a la rébellion, il y a la révolte. On suspend temporairement les droits et libertés des personnes. Et souvent, il n'y a rien de plus permanent que ce qui est supposé être temporaire. Donc, on suspend temporairement, qui finit par être une trentaine d'années. Et là, il y a ce qui est supposé être exceptionnel lorsque le tabou est brisé. Ce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit fait parce que c'est jugé mauvais. Là. Alors, on brise le tabou parce qu'on dit que c'est nécessaire. Puis on le fait une deuxième fois. Puis on le prolonge.
puis on le prolonge, puis on le prolonge. On se finit Habitude. par créer une habitude. Ouais. Ça fait partie de l'imaginaire du possible. Et là, graduellement, on peut normaliser la chose. Effectivement. Parce qu'on en est habitué, on le voit régulièrement, on n'a plus la même surprise. Et les gens pensent à d'autres choses. Et d'autant plus si il reste la menace ou la crainte qui a suscité à l'origine l'acte exceptionnel, puis qui flotte dans l'atmosphère, dans la culture, ça renforce la facilité de normaliser. Moi, j'ai remarqué qu'en droit constitutionnel canadien, on avait un phénomène semblable qui s'est opéré. En 1985, la Cour suprême a dû se pencher sur le fait que de 1870 à 1980 quelques, au Manitoba, exact, toutes les lois avaient été adoptées uniquement en anglais. Or, la Constitution prévoyait que les textes de loi, pour qu'ils soient valides, devaient être adoptés en français et en anglais. Donc, tous les textes de loi étaient invalides depuis 1870. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une province là, où on a toutes les lois pratiquement invalides sur une période de 100 ans. Là, on peut dire, on ne peut pas dire, on va simplement demander à la législature immédiatement de réadopter les lois, parce que la législature est élue à partir de lois qui sont plus bonnes, sont invalides. Oui, d'accord. Donc, les députés qui sont là sont élus en vertu d'une loi électorale qui n'est pas valide. Techniquement. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe avec tous les contrats qui ont été conclus depuis cette période-là, en vertu de lois qui ont été... Il y a un risque incroyable de chaos juridique. On ne sait pas qu'il n'y aurait pas eu de loi. Il y avait des lois qui datent du 19e siècle, mais ça aurait été vraiment un chaos. Donc, la Cour suprême a dit, écoutez, dans les circonstances, il y a dans d'autres pays, on a évoqué la notion de nécessité pour reconnaître comme étant efficaces certains actes qui étaient autrement illégaux. Là, on donne quelques exemples. Elle dit, nous, on va y aller selon le principe de la primauté du droit. Et pour la Cour, elle dit, la primauté du droit contient deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait un ordre juridique. Mais en premier, il faut qu'il y ait un ordre. Puis cet ordre-là doit être un ordre juridique. Donc, avant d'aller voir si les normes sont appliquées, il faut vérifier si l'ordre est présent. Et donc, on retrouve un peu on fait un usage semblable à Carl Schmitt en disant l'ordre est nécessaire pour le fonctionnement du droit. Et donc, on va dire, pour s'assurer de la primauté du droit, il faut s'assurer qu'il y a un ordre effectif de droit. S'il y a le chaos total, parce qu'on invalide toutes les lois, il n'y aura pas d'ordre effectif de droit. Donc, on dit, on suspend temporairement l'application de notre décision, le temps qu'on modifie toutes les lois, pour maintenir un ordre effectif du droit. Donc, ce qui est paradoxal, parce qu'on dit, pour respecter la primauté du droit, on va laisser en place des lois qu'on sait invalides, temporairement pour éviter qu'il y ait un chaos. Je ne les blâme pas, c'était une situation très, très difficile, c'est exceptionnel, c'est particulier. Mais là, on venait de briser un tabou. On venait de créer un nouveau remède, une nouvelle façon de faire quand il y a une loi qui est invalide sur le plan constitutionnel. On sait maintenant qu'un juge est capable de suspendre sa déclaration d'inconstitutionnalité. On vient de briser le tabou de dire, une fois que la loi est invalide, plutôt que de simplement dire « elle est invalide, donc elle ne peut pas exister dès le début », on dit, ça va être le résultat qu'on va vous donner, là, mais cette décision-là n'a pas son efficacité tout de suite. Quelque temps après, dans une affaire Swain, on s'aperçoit que une disposition qui permet la détention d'une personne reconnue non coupable de crimes violents pour cause d'aliénation mentale, cette personne-là est détenue. Les conditions de sa détention ne sont pas valides. Détenue dans un hôpital psychiatrique, par exemple. On dit donc, les conditions de sa détention font en sorte que le code criminel qui autorise la détention, ces dispositions-là ne sont pas valides.
On dit, bien, s'ils ne sont pas valides, puis qu'on libère immédiatement des gens qui sont dangereux, parce qu'ils sont non coupables, mais pour des raisons d'aliénation mentale, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas commis le geste qui leur est reproché. On dit, ben là, plutôt que de libérer tous ces gens-là dans la nature, quitte à ce que ça crée un risque pour la santé et la sécurité du public, on va suspendre notre déclaration d'invalidité le temps que le Parlement modifie sa loi. Donc là, on a dit, là, écoutez, c'est vraiment exceptionnel, vous savez, là, c'est pour la santé et la sécurité, on doit suspendre notre déclaration d'inconstitutionnalité. Mais depuis ce temps-là, il y a plusieurs autres décisions. On a appliqué la suspension, par exemple, pour respecter en matière, dans chaque terre, on se demande, est-ce que le Parlement va... Une loi qui est discriminatoire, est-ce qu'on doit donner le bénéfice à tout le monde ou l'enlever à ceux qui l'avaient déjà? Puis là, on dit, on ne sait pas trop, on va faire une... Voici comment on va trancher, on va dire que c'est invalide, mais on va suspendre notre déclaration le temps que le Parlement choisisse. Là, c'est pas un cas d'urgence, là. C'est pratique, mais c'est pas une urgence qui fait en sorte qu'on met à risque la vie, la sécurité des gens. Et plus récemment, l'affaire Bedford. Là, dans cette affaire, la Cour dit les dispositions du Code criminel sont invalides parce qu'elles mettent en danger la vie et la sécurité des personnes, des travailleurs du sexe. Donc, c'est pour ça que c'est invalide, la disposition, là, parce que ça met en danger la vie et la sécurité de personnes. Section 7. En vertu de l'article 7, exact. Mais là, la Cour dit, oui, mais vous savez, si on déclare invalide immédiatement ces dispositions, il y a des gens qui ne seront pas à l'aise avec le fait qu'on légalise immédiatement. Ça va créer un inconfort. Et donc là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire entre l'inconfort que certains auraient face à la libéralisation des actes reprochés versus le danger à la vie et la sécurité des gens? Rappelons-nous, dans Swain, c'était pour protéger la vie et la sécurité des gens qu'on avait suspendu le droit, là. Tout à fait. Dans Bedford, pour respecter les sensibilités de certains, on a décidé de suspendre des droits fondamentaux. La garantie des droits fondamentaux pour 1 an, en disant, on ne sait pas ce que le législateur va vouloir faire, donc on accepte, la Cour dit, on accepte essentiellement de suspendre la protection de la vie et de la sécurité qui est garantie dans la Constitution pendant 1 an. Pour garder l'ordre. Pas pour garder l'ordre dans ce cas-ci, c'est pour satisfaire certaines personnes qui pourraient avoir un inconfort face à cette politique-là. Et donc là, on sait que le mécanisme existe, qui est détaché de la justification originelle. La justification originelle, c'est maintenir la primauté du droit. Dans Bedford, ça n'a aucun lien avec l'objectif de maintenir la primauté du droit. Donc, le mécanisme a été créé, le tabou a été brisé. Graduellement, on le détache des raisons originelles de son utilisation. On l'utilise de plus en plus souvent, on le normalise. Et ça fait partie aujourd'hui des remèdes ou parmi tant d'autres. Et ce qui est plus fascinant, c'est que chaque fois qu'il y a une discussion à savoir est-ce qu'on devrait utiliser la clause dérogatoire, est-ce que le Parlement devrait utiliser la clause dérogatoire pour porter atteinte à des droits, il y a un tollé dans la population. Dans les médias, on en parle en disant c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Un tabou. Utiliser la clause dérogatoire pour suspendre des droits. Mais la Cour le fait de façon récurrente et on n'en parle jamais. Elle suspend la période selon la période de son choix. Des fois, c'est 1 an, des fois, c'est 3 mois. Le procureur général peut revenir à la charge, demander une extension de la suspension, ce qui a été fait dans le passé. Et ça, ce n'est pas discuté. Donc ça, c'est un exemple d'une normalisation, d'une suspension d'une partie de l'ordre juridique qui correspond aux garanties qu'on juge suffisamment fondamentales pour qu'on les ait enchâssées dans notre Constitution.